Je m'appelle Benjamin Péréné, j'ai 37 ans et je suis le dirigeant d'Aflocat. Alors moi j'ai été lycéen donc d'abord à Sartène, puis j'ai suivi des études de mathématiques à l'université de Corse, puis j'ai fait une licence d'informatique et un master d'intégration des systèmes d'information, donc toujours dans l'informatique. J'ai ensuite travaillé dans une société qui s'appelait Duo Apps, qui avait été fondée par un de mes amis qui s'appelle Doumé Siachi et qui est devenu par la suite Good Barber. Alors j'y ai appris beaucoup de choses à ce moment-là. Deux choses principalement. La première, c'est que j'avais pas du tout envie de passer ma vie derrière un écran à taper des lignes de code. Et la deuxième, j'ai eu la chance de vivre dans un écosystème qui s'appelle Campusplex et qui était une fourmilière à idées où, j'allais dire, la fibre entrepreneuriale vraiment, j'allais dire, transpirait par tous les pores. Tous les acteurs étaient des entrepreneurs nés. Et du coup, ça m'a donné envie de créer une entreprise à mon tour. Et c'est comme ça que, chemin faisant, l'idée de créer Aflocat m'est venue. Non, moi je fais partie de ces gens qui ne savaient pas ce qu'ils feraient quand ils seraient grands et qui... je dis souvent en rigolant que mon parcours professionnel est une suite d'erreurs d'orientation, ce qui est plus ou moins la preuve que l'orientation c'est important, mais ça ne définit pas non plus une carrière. Moi, j'ai fait de l'informatique un peu par défaut. Alors, ça m'a plu. Hein. Je ne renie pas ça. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Néanmoins, je ne savais pas du tout que j'allais créer une entreprise et je ne savais pas non plus que je ferais de l'informatique. Pour autant, si je n'avais pas fait d'informatique, on n'aurait jamais créé l'école d'informatique et cette école d'informatique ne nous aurait jamais permis de créer l'école d'ingénieur derrière. Donc même si c'est une erreur d'orientation, ça donne quand même un sens au parcours et ça nous a permis d'explorer des chemins qu'on n'aurait jamais explorés sans ça. L'idée de l'organisme de formation, il était beaucoup plus égoïste à la base, puisque comme toute démarche, j'avais envie de faire quelque chose qui me plaisait, et le fait de transmettre, c'était quelque chose qui me plaisait, et pourtant, j'avais pas envie d'entrer dans l'éducation nationale. Ma mère est enseignante, mon père était formateur professionnel, et c'est sans doute lui qui m'a beaucoup inspiré dans l'idée de la création d'Aflocat. Non, l'idée c'était de dire, il n'y avait pas d'organisme de formation privé qui faisait de la formation continue en Corse. Et l'idée c'était de dire, souvent les salariés sont obligés de partir pour aller se former sur le continent, sur des organismes. À l'époque c'est toujours, mais des très grandes structures comme Segos, comme Demos, qui partaient, et des salariés partaient sur le continent. On s'est dit, ce serait intéressant de créer un organisme de formation sur la Corse qui puisse répondre aux besoins des salariés. C'était le concept de départ, avec comme idée de dire, puisque les salariés sont obligés de partir, du coup ça augmente les frais de déplacement, ça augmente les frais, et donc du coup les salariés corses font moins de formation. Et donc l'idée c'est de dire, si on arrive à créer un organisme de formation de qualité sur le territoire, peut-être qu'on réussira à former davantage sur le territoire et à améliorer les compétences sur le poste de travail. Au début on est très axé sur les salariés en emploi, c'est par la suite qu'on va aller vers d'autres secteurs d'activité, notamment l'enseignement supérieur. Alors Aflocat, je le crée en 2010, en mai 2010. Ensuite, à partir de 2013, on a une opportunité encore liée au hasard, puisqu'on reçoit du courrier chez un de nos concurrents qui nous appelle et qui nous dit si ça vous intéresse, j'ai reçu votre courrier, est-ce que ça vous dirait qu'on échange, qu'on se rencontre? Du coup, assez naturellement, j'y suis allé. La personne, c'était la directrice de l'organisme Academia à l'époque, qui faisait de la formation continue, principalement sur les langues, et également du soutien scolaire. Donc du coup, on a échangé, et puis cette personne me dit qu'elle voulait arrêter et qu'elle allait revendre son organisme, et comme il était juste à côté, on s'est dit que ce serait intéressant pour nous de pouvoir élargir notre activité et de racheter cet organisme. C'est ce qu'on a fait. Et puis on a très vite scindé cet organisme, en tout cas restructuré cet organisme, c'est-à-dire qu'on a intégré la branche formation continue d'Academia au sein d'Aflocat, et on a développé
le soutien scolaire en créant des modèles de cours un peu différents. Donc on avait toujours l'étude, mais on avait ensuite des petits cours de préparation au bac, des stages, des petites choses comme ça, qui ont bien fonctionné, puisque c'était une entreprise qui était en difficulté et qu'on a réussi à redynamiser. Et puis à partir de là, ça nous a aussi donné l'idée de se dire, en fait, si on veut avoir un impact réel sur la région, finalement, ce n'est pas sur les salariés qu'il faut travailler, c'est sur les jeunes. Et donc du coup, on a toujours eu dans notre philosophie l'idée de contribuer au développement économique du territoire. Alors d'abord par la formation des salariés, puis on s'est rendu compte assez vite que finalement, c'était un levier d'action qui était certes nécessaire, mais insuffisant. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut maximiser cet impact-là ? Et à cette époque-là, j'ai 25 ans, donc du coup, la jeunesse, c'est quand même quelque chose qui me parle vraiment. Et je me dis, on peut essayer d'avoir un impact sur ces jeunes, puisqu'il y a encore finalement plein de champs de formation qui ne sont pas couverts. Et c'est comme ça qu'on travaille sur un certain nombre de formations préqualifiantes, préparatoires dans un premier temps, puis dans un second temps, des formations diplômantes, notamment dans le domaine de l'informatique, on y revient, et dans le domaine du commerce et du management. Mon père a été, et mes parents de façon générale ont été très aidantes. Il faut savoir que quand on crée Afflocat, quand je crée Afflocat, j'ai 23 ans. J'ai finalement assez peu d'expérience professionnelle puisque j'ai 6 mois chez Good Barber et avant ça j'étais étudiant. Donc j'ai été beaucoup soutenu par mes parents dans le processus de création. Du coup, mes parents m'ont beaucoup aidé puisque c'est eux qui ont clairement subvenu à mes besoins. Les 2 premières années de création d'Afflocat, j'avais pas de quoi me sortir un salaire, donc j'ai prolongé ma vie estudiantine au crochet de mes parents. Du coup, non, ils m'ont beaucoup soutenu et mon père a été associé dès le début de la création. Il m'a soutenu moralement, il m'a soutenu stratégiquement puisqu'il m'a aidé beaucoup à poser et à penser la stratégie de l'entreprise dans les premières années. Donc mon père était associé dès le début. La gouvernance de l'organisme a beaucoup changé, mais oui, en tout cas dans les premières années, mon père était mon sparring partner. Voilà. Et il est toujours d'ailleurs, mais de façon plus informelle aujourd'hui. Voilà, puisqu'on a des organes de gouvernance où on a associé, donc déjà on a créé des comités d'orientation stratégique dans lesquels sont associés des entreprises partenaires. On a bien évidemment créé un CODIR au sein de l'établissement où les membres du CODIR font et posent la stratégie. En 2013, on ne pivote pas exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on élargit le panel. On a 2 activités. Une activité qui est portée par une société qui s'appelle Academia, une activité qui est portée par Afflocat. Afflocat, donc de ce mélange des publics, naît une idée qui est de créer des formations qui sont des poursuite d'études pour les étudiants. Mais on n'est pas encore dans un... D'ailleurs, on n'a jamais vraiment été dans un pivot, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vraiment abandonné aucun des axes sur lesquels on travaillait. Mais en tout cas, et progressivement, on a axé nos efforts plus sur la jeunesse que sur la formation continue, sans jamais arrêter la formation continue, parce que c'est une activité qu'on a encore, et aujourd'hui, ça représente une part non négligeable de notre activité. Néanmoins, on a effectivement ces 2 publics qui se côtoient, c'est-à-dire le public des salariés et le public jeune, au sein de l'établissement, ce qui est toujours le cas. Et on se dit qu'il est important de créer des formations diplômantes par la suite, c'est ce qu'on fait en 2017. Mais du coup, comme on élargit et qu'on est en croissance, on est confronté à une problématique de mur. Et du coup, on se dit, comment est-ce qu'on fait pour trouver un espace ? À l'époque, on n'a pas beaucoup, je crois qu'on doit avoir 150 mètres carrés de locaux. Et on se dit, là, maintenant, on est très à l'étroit, il faut qu'on trouve des locaux qui soient plus grands. Et on trouve un local à Baléone qu'on achète. Et on a longtemps cherché en centre-ville, mais malheureusement, à cette époque-là, on ne trouve rien en centre-ville ou à des prix qui ne nous permettent pas d'acquérir. Donc du coup, on décide de sortir de la ville. Et cette décision nous impose de revendre le département soutien scolaire, qui s'appelle toujours Academia, parce que cette activité, elle ne tient que parce qu'elle est en centre-ville. Si vous la délocalisez, de suite, avec les problématiques de circulation, vous n'avez plus la possibilité d'avoir les jeunes dans vos murs. Du coup, nous, cette activité elle nous allait bien parce que la journée, on avait les formations et le soir, on avait le soutien scolaire. Donc du coup, ça nous permettait d'optimiser nos espaces de formation puisqu'on avait une activité qui était une activité complémentaire. À partir de 2016, donc on trouve ces locaux, on investit dans les locaux, donc on revend Academia.
pour pouvoir déménager et on arrive à Baleone. On prend à l'époque des locaux d'une superficie de 300 mètres carrés, ce qui nous semble être immense et on se dit de toute façon on mettra des années avant de les remplir et 2 ans plus tard on est obligé de racheter le local encore à côté et aujourd'hui on a toujours des problématiques d'espace puisqu'on a depuis ouvert Bastia, on a encore pris des locaux et d'ailleurs on a transité par la M3E parce qu'effectivement on a eu à un moment donné des problématiques de locaux et la M3E nous a amené une solution temporaire, on est resté quand même 1 an et demi mais oui ça a été une solution importante pour nous parce qu'on a toujours des problèmes de croissance en termes de locaux. En fait, on a essayé, je dis bien essayé parce que on peut toujours faire des plans prévisionnels et ça ne se passe pas toujours comme on prévoit, mais on a toujours essayé de prévoir la croissance et de penser la croissance. C'est-à-dire que notre modèle, c'était de dire on fait des cycles de 3 ans, 2 ans de croissance, 1 an de stabilisation et ensuite on repart sur des cycles de 3 ans. L'idée c'était, parce que quand on fait de la croissance, c'est toujours très stimulant, mais c'est aussi très prenant et très chronophage et très fatigant pour les équipes. Donc l'idée c'était de se dire on va avoir, et puis surtout si on ne vous prenez pas le temps de consolider ce que vous avez fait, vous prenez le risque de baisser en qualité et donc de ne pas avoir les résultats attendus et d'avoir une croissance qui est éphémère. Donc du coup, on s'était dit, on va essayer de penser ça en disant, on a un an de prospection, on essaie d'analyser le marché, 1 an, on déploie et on pense des programmes, et 1 an, on les stabilise. Ça, c'est quelque chose qui a fonctionné assez bien jusque 2018-2019. Et à partir de 2019, on avait changé un petit peu l'organisation, c'est-à-dire qu'on s'était répartis en différents pôles. Et du coup, on faisait donc les pôles qui sont des écoles, en fait, puisqu'en fait, on avait des thématiques de formation, l'informatique, le commerce, le management, le médico-social et la langue corse, parce que depuis 2012, on fait des formations en langue corse et on a toujours été très investi dans ce secteur-là. Et l'idée, c'était de dire, on va travailler non plus la croissance par cycle de 3 ans, on va garder cette notion de cycle, mais par contre, on va appliquer ces cycles à chaque pôle de formation. C'est comme ça qu'on a l'idée de créer les écoles, donc qui s'appellent ESIA, ECMA, EMA, donc ESIA pour l'école d'informatique, ECMA pour l'école de commerce et de management, EMA pour l'école des métiers du médico-social, le département langue corse qui s'appelle AYO, et puis plus récemment MIRA qui est l'école d'ingénieurs en robotique et informatique. Donc ces différentes écoles ont un cycle de croissance qui est toujours de 3 ans, mais du coup on a désynchronisé ces cycles de telle sorte à ce qu'on soit toujours sur une phase de croissance. Il y a beaucoup de choses sur les équipes. Alors, le recrutement est un challenge important parce que une équipe, ça se construit. Et donc, une équipe, c'est nécessairement une mayonnaise qui peut prendre très vite et qui peut retomber aussi quelquefois. Et des fois, ça s'accompagne avec les cycles de vie de l'entreprise. C'est-à-dire que des personnes qui se sentaient bien dans une entreprise de 3-4 personnes vont peut-être avoir plus de mal à trouver leur place dans une entreprise de 30-35 personnes. Et donc, du coup, ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération. Et trouver sa place dans une entreprise, c'est quelquefois aussi un peu long. En tout cas, c'est ce que moi, je constate aujourd'hui, c'est que finalement... Aflocat a changé. Si on a gardé les valeurs, l'organisation d'Aflocat a changé. Ensuite, on a, des difficultés pour recruter, mais ça, j'ai l'impression que c'est le cas pour toutes les entreprises. Mais en tout cas, nous, dans des thématiques un peu spécifiques, on a particulièrement d'enjeux sur le recrutement de personnes à fort potentiel. C'est notamment le cas sur nos enseignants-chercheurs. Et c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place, une politique de formation interne. C'est-à-dire qu'en gros, on va mettre en place des thèses de doctorat pour pouvoir permettre à des étudiants brillants de poursuivre sur un doctorat et ensuite de pouvoir les intégrer dans nos équipes enseignantes, puisque en Corse, notamment dans le domaine de la robotique, on a très très peu, en tout cas on n'en a pas trouvé de personnes enseignants-chercheurs en robotique. Donc du coup, notre idée, c'est de réussir à les former. Alors bien sûr, on a aussi du recrutement exogène, mais en tout cas, on va essayer de créer un mini-centre de formation pour nos enseignants-chercheurs. Alors nous, on a une volonté forte de développer la recherche et le développement. De façon générale, aujourd'hui, on a 5 enseignants-chercheurs, un doctorant et un post-doctorant
qui font partie de nos équipes permanentes. On veut développer la R&D aussi parce que, en Corse très spécifiquement, la R&D, le pourcentage de R&D, le pourcentage du PIB alloué à la R&D est 3 fois moins important que le pourcentage du PIB au niveau national. Et en plus, en Corse, on a les 2/3 de la R&D qui est portée par le public et 1/3 par le privé, alors qu'au niveau national, c'est l'inverse. Donc on pense qu'il y a effectivement un accent à mettre sur le développement de la R&D, du transfert technologique sur le territoire, parce que c'est le même, c'est le même levier que l'enseignement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de recherche et de développement, c'est difficile d'être compétitif, et si vous n'êtes pas compétitif, c'est difficile d'avoir un développement économique. Nous, on est très clairement ancré sur le territoire, c'est-à-dire qu'on est une entreprise corse, on a été créé en Corse. Notre objectif, notre leitmotiv, c'est le développement économique du territoire par le développement des compétences et la fixation de ces compétences sur le territoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on pense que la Corse ne pourra s'émanciper que si elle est une puissance économique. C'est le poids de la Catalogne en Espagne, c'est le poids du Pays Basque en Espagne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez revendiquer une identité, il faut que vous ayez les moyens de la revendiquer. Et pour avoir les moyens de revendiquer cette identité, il faut que vous ayez une puissance économique. Donc nous, notre idée, c'est celle-ci, c'est de dire, si on veut que la Corse puisse revendiquer son identité, l'affirmer et se suffire à elle-même dans cette identité, pas se suffire à elle-même, en tout cas être suffisamment forte pour ne pas avoir peur de son identité, il faut qu'elle ait un pouvoir économique à côté. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, travaillons au développement des compétences pour pouvoir développer l'économie du territoire. Ça ne veut pas dire oublier ses valeurs culturelles, bien au contraire, c'est pour ça qu'on est très investi dans la langue corse, c'est pour ça qu'on forme, je crois, quelque chose comme 250 ou 300 personnes par an sur la langue corse. Mais du coup, l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on arrive à développer à contribuer au développement de l'économie corse. Et pour nous, ça passe nécessairement par la formation des jeunes sur le territoire. Alors, je vais vous donner 2-3 chiffres, et puis après j'arrête avec les chiffres, mais la Corse a 35% de ses bacheliers qui quittent le territoire. Ça peut sembler énorme, c'est vrai, c'est beaucoup, c'est un des chiffres les plus importants, mais c'est pas beaucoup plus. C'est plus, mais c'est pas beaucoup plus que les autres régions françaises. C'est-à-dire les autres régions de France continentale, ça oscille entre 20 et 30%. Donc on a plus, alors hors Île-de-France, qui pour le coup, elle a un taux de rétention très important. Néanmoins, ce qui est frappant, c'est qu'on a 50,5% des bacheliers ayant une mention très bien qui, eux, quittent la Corse. Et là, par contre, c'est beaucoup plus important que la moyenne nationale. Donc ça veut dire qu'en fait, ceux qui partent, c'est les très bons éléments. Et ceux qui souvent ne reviennent pas. Donc ça veut dire qu'on a une fuite des cerveaux, entre guillemets, l'expression est galvaudée, mais on a une fuite des cerveaux qui est assez importante. Il y a quelque chose qui est, pour moi, au moins aussi grave, c'est que par contre, on a un taux d'entrée sur le territoire post-bac qui est de 2%. C'est-à-dire qu'on a 35% qui partent, mais on n'en a que 2% qui viennent. Ce qui crée un déficit au niveau de la jeunesse qui est importante. Et la Corse a une croissance démographique qui est importante, qui est une croissance démographique qui n'est pas liée à son seuil de natalité, puisqu'on a une croissance démographique qui est liée à un flux migratoire. Sauf que dans le même temps, on a le taux de vieillissement de la population qui est le plus important de France, et pas de France métropolitaine, mais de France, y compris les DOM et les TOM, puisqu'on a un taux de vieillissement qui est de 114, un indice de vieillissement qui est de 114. Ça veut dire que pour 100 jeunes de moins de 25 ans, on en a 114 qui ont plus de 65 ans. On a 114 personnes qui ont plus de 65 ans. Donc ça veut dire que la Corse est la région la plus vieillissante. Donc notre point de vue à nous, c'est de dire, il faut essayer de retenir les talents, en tout cas, il faut essayer de faire en sorte qu'ils trouvent une formation sur le territoire qui leur correspond. Il faut savoir que sur les 35% qui partaient, il y en a plus de 60% qui partent parce qu'ils ne trouvent pas la formation de leur choix sur le territoire. Donc du coup, l'idée c'est de dire, élargissons l'offre d'enseignement supérieur pour pouvoir garder nos étudiants sur le territoire,
et essayons d'avoir une offre d'enseignement de qualité pour qu'elle puisse être attractive et pour qu'on puisse, balancer contrebalancer cette perte par de l'arrivée de jeunes sur le territoire. Donc l'idée, c'est celle-ci. Parce qu'on sait aussi que des jeunes qui se forment quelque part ont tendance à trouver un emploi à proximité de l'endroit où ils se sont formés. Donc du coup, on sait aussi que la création... En fait, c'est toujours la question de l'œuf et de la poule. Est-ce qu'on doit attendre d'avoir un développement économique pour mettre en place des formations, ou est-ce qu'on doit mettre en place des formations qui vont amener un développement économique ? Nous, on a tranché, on pense qu'il faut d'abord mettre en place des formations d'enseignement supérieur de qualité pour former des jeunes sur le territoire qui vont de toute façon avoir envie de créer des entreprises sur le territoire, et c'est, à mon avis, la bonne façon de faire. On prend souvent l'exemple... Alors, là encore, c'est galvaudé, mais on prend souvent l'exemple de la Californie, qui était un territoire agricole et qui, sans Stanford, ne serait jamais devenu la Silicon Valley. Globalement, l'idée, c'est un peu ça. Je ne dis pas qu'il faut que la Corse devienne la Silicon Valley, mais néanmoins, l'idée, c'est de dire, si on n'a pas un appareil d'enseignement de qualité, eh bien, à ce moment-là, il n'y aura pas de développement économique. Et j'en veux pour preuve, je vais prendre l'exemple de mon master. Dans mon master, on était 7. Sur les 7, on est 4 à avoir créé une entreprise. Et dont 2, en Corse, ont un impact important en 10 ans sur le territoire, puisque c'est un des cofondateurs de Good Barber, l'autre c'est moi, c'est qu'à nous deux, on représente à peu près une centaine d'emplois sur le territoire. Donc si vous avez des personnes qui créent de l'emploi sur le territoire de cette façon-là, a priori, ça veut dire qu'il y a une capacité à créer de l'emploi et à créer des entreprises sur le territoire. Ça, c'était sur les aspects philosophiques. Après, il y a une question aussi de pragmatisme. C'est-à-dire que nous, on a envie de créer des ingénieurs et des étudiants qui sont hautement qualifiés. Et dans ce processus-là, il y a forcément de l'internationalisation. C'est-à-dire qu'il faut aller voir ailleurs. Et il faut qu'il y ait des gens, d'ailleurs, qui viennent pour apporter un autre point de vue. Et on pense que même dans la qualité, l'internationalisation est importante. On a vocation à être utile. Pour répondre à votre question sur l'ambition personnelle ou de l'ambition au niveau de l'école, moi, Aflocat a vocation à me survivre. Donc, mon ambition personnelle, aujourd'hui, en tout cas, elle ne se situe pas là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de réussir à implanter, aujourd'hui on vient de créer une école d'ingénieurs, c'est de réussir à l'implanter sur le territoire, c'est de réussir à faire en sorte qu'elle soit de qualité, c'est de réussir à faire en sorte qu'elle amène quelque chose au territoire, qu'elle permette à des jeunes Corses de se former, qu'elle contribue à développer les entreprises existantes, qu'elle contribue à créer de nouvelles entreprises sur le territoire, parce que former pour former, s'il n'y a pas derrière un développement économique, finalement, à part une vision universaliste, ça n'apporte pas grand-chose. L'objectif, c'est effectivement qu'il y ait des retombées pour l'emploi et pour l'entreprise. Et ça, pour moi, ça passe nécessairement par effectivement une renommée de l'école, parce que pour pouvoir être attractif, il faut démontrer qu'on a réussi à faire des choses et qu'on a des éléments différenciants, en tout cas. Alors les éléments différenciants, ça peut être sur la thématique, ça peut être sur les partenariats de recherche, ça peut être sur les partenariats internationaux, ça peut être sur la recherche et le développement, ça peut être sur beaucoup de choses. Mais nous, notre volonté, et ça peut être aussi sur le cadre de vie. Parce qu'aujourd'hui, implanter une école à Ajaccio, c'est quand même plus sexy que d'implanter... typiquement, je pense à une ville universitaire qui est très, très jolie. Alors, j'ai rien contre eux, mais Grenoble, a priori, est moins attractif qu'Ajaccio, en tout cas sur le papier, est moins attractif que Poitiers est moins attractif qu'Ajaccio. Donc, a priori, on pense que le cadre de vie peut être aussi un atout. Après, on a un inconvénient, c'est qu'on a aussi des frontières naturelles qui sont plus importantes et qui permettent moins la mobilité. Et quand je dis plus attractif, c'est plus attractif au niveau international, plus attractif au niveau national et plus attractif aussi pour des Corses, parce que quitter la Corse pour aller se former à Grenoble ou à Poitiers, moi j'ai des amis qui ont dû travailler à Poitiers et qui sont revenus et qui ont abandonné leur métier à Poitiers pour pouvoir revenir en Corse et qui ont choisi un métier beaucoup moins rémunérateur, intellectuellement beaucoup moins intéressant, mais qui sont revenus parce qu'ils avaient envie d'être proches de leur famille. Pour le cadre de vie au sens large, c'est-à-dire le lieu et l'environnement familial.
j'allais dire je crois quand on est chef d'entreprise, mais en fait, je peux parler que de mon expérience. Finalement, ils sont difficiles à dissocier. Parce que aujourd'hui, c'est difficile pour moi d'être en congé et de ne pas penser à l'entreprise. C'est difficile pour moi de ne pas penser aux problématiques de bureau, mais j'imagine que c'est la même chose pour tous les dirigeants d'entreprise. C'est aussi quelquefois compliqué de faire comprendre à ses proches pourquoi est-ce que cette activité nous prend autant de temps. Je prends un exemple simple, mais très longtemps, au début de mon activité, ma mère ne comprenait pas ce que je faisais. Et j'avais des remarques du type, mais tu veux pas trouver un vrai travail. Parce que le métier de chef d'entreprise, finalement, c'est un métier qui est assez peu compris. Parce que c'est un métier qui n'a pas d'horaire, c'est un métier qui n'a pas de limite, et puis surtout, vous pouvez être en repos et 30 secondes après, parce que vous avez reçu un coup de fil important, vous n'êtes plus en repos. Et donc, du coup, ça, c'est un état d'esprit qui est difficile. Après, je pense que c'est vrai quand on est cadre dans certaines structures, dans certaines entreprises aussi. Et moi, je pense qu'on n'aurait pas eu le développement qu'on a aujourd'hui si les équipes d'Inflocat n'étaient pas un peu dans cet état d'esprit-là aussi. C'est-à-dire j'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi qui est très investie, qui croit en ce qu'elle fait et qui, j'allais dire, a su trouver un équilibre vie pro, vie perso qui quelquefois est défavorable pour la vie perso, mais qui en tout cas est ils sont très investis et en tout cas ce que je veux dire c'est que on n'en serait pas là si on n'avait pas des salariés qui sont investis, et en fait c'est une équipe qui vraiment fonctionne bien et qui est soudée, et heureusement, parce que sinon la vie de chef d'entreprise elle serait vraiment très compliquée. Je ne sais pas si j'aurais des conseils, mais ce que je peux dire, c'est que, s'entourer de personnes qui comprennent ce que vous faites et qui, vous aident même à challenger vos idées, c'est important. Et ne pas oublier non plus qu'il faut savoir garder une sphère perso et qu'il faut être équilibré dans sa vie personnelle aussi, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner dans la vie pro. Et qu'il faut garder des petites capsules même si elles ne sont pas aussi longues qu'on le souhaiterait, garder des petites capsules de respiration, parce que sinon c'est très compliqué à tenir. Aflocat, c'est un établissement d'enseignement supérieur, un centre de formation des apprentis, un organisme de formation continue fondé en 2010, qui aujourd'hui forme un peu plus de 2000 personnes par an, dont 400 sont inscrits sur des parcours diplômants. On est 32 collaborateurs, on a 172 chargés d'enseignement qui représentent à peu près 47 équivalents temps plein. Tout ça pour déployer une activité qui se répartit sur 5 départements. Une école de commerce et de management qui s'appelle ECMA, une école d'informatique qui s'appelle ESIA, une école des métiers du médico-social qui s'appelle EMA, un département langue corse qui s'appelle AIO, et une école d'ingénieurs en robotique et informatique qui s'appelle MIRA.